Il a aidé un vieil homme dans la rue qui se sentait mal et lui a sauvé la vie en l'emmenant à l'hôpital, sans savoir qu'il était le père de son patron. Julien Moreau se leva tous les matins à 6 heures précises, dans son petit studio de Montreuil. L'appartement, modeste mais bien rangé, reflète le rythme de vie méthodique de ce jeune homme de 27 ans. Chaque objet a sa place. Chaque matin suit un rituel presque immuable. Une douche rapide, 2 tartines, grillées, un café noir sans sucre. Ce n'est pas qu'il aime la routine, mais il y a dans cette répétition quotidienne une forme de stabilité qu'il chérit, surtout dans une ville comme Paris, où tout peut basculer en une fraction de seconde. Julien travaille comme livreur pour une grande entreprise de logistique urbaine. Il parcourt chaque jour les rues de la capitale, du Marais à Belleville, de la Bastille à Montmartre, à vélo ou en scooter selon les besoins du jour. Ses clients sont exigeants, les délais sont courts et les trajets imprévisibles. Pourtant, il s'efforce toujours de faire son travail avec sérieux, même si cela signifie affronter la pluie battante ou les embouteillages interminables. Ce jeudi-là semblait, à première vue, une journée comme les autres. Le ciel était couvert, menaçant d'orage, et le vent soufflait avec une intensité inhabituelle. Julien avait déjà effectué 4 livraisons depuis 7h30 du matin, et il lui en restait encore 8 à honorer avant midi. Alors qu'il traversait la place de la République en direction du 3e arrondissement, son regard fut attiré par une silhouette chancelante au milieu des passants pressés. Un vieil homme, vêtu d'un manteau beige trop grand pour lui, avançait avec difficulté. Il semblait désorienté, tenant une main sur sa poitrine, le visage pâle et tendu. Les gens autour de lui marchaient, sans s'arrêter, certains le contournant, d'autres l'ignorant complètement, absorbés par leurs téléphones ou leur course contre le temps. Julien freina doucement son vélo, le regard toujours fixé sur l'homme âgé. Il hésita une seconde. Chaque minute de retard lui coûtait des points dans le système d'évaluation de l'entreprise. Son superviseur, strict et intransigeant, n'acceptait aucune excuse. Mais il y avait dans l'expression de l'homme quelque chose de profondément alarmant, une souffrance muette que Julien ne pouvait ignorer. Il posa pied à terre, verrouilla son vélo et s'approcha sans réfléchir davantage. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-il en posant une main légère sur l'épaule du vieil homme. Celui-ci tourna vers lui un regard trouble avant de murmurer quelque chose d'incompréhensible. Sa respiration était courte, saccadée. En l'espace de quelques secondes, ses genoux fléchirent et il s'effondra doucement, comme si son corps ne pouvait plus porter le poids de la douleur. Julien le rattrapa de justesse, l'empêchant de heurter violemment le sol. Autour d'eux, les passants commencèrent à ralentir, certains sortant leur téléphone pour filmer, d'autres se contentant de regarder de loin, curieux mais immobiles. Julien, le cœur battant, appela immédiatement les secours. Il donna les détails de la situation, précisa l'emplacement exact, puis resta accroupi auprès de l'homme, tenant sa main avec fermeté. « Restez avec moi, monsieur. Une ambulance est en route. Tenez bon. » Il ignorait s'il entendait, mais il refusait de le laisser sombrer dans l'inconscience sans soutien. Les minutes s'étirèrent, longues et incertaines. Julien sentit son téléphone vibrer plusieurs fois dans sa poche, sans doute des notifications de l'application de son entreprise ou des messages de son supérieur. Mais il n'y prêta aucune attention. À cet instant, il n'y avait que cet homme et l'urgence de sa condition. L'ambulance arriva enfin dans un concert de sirènes et de gyrophares. 2 secouristes descendirent rapidement, prenant le relais avec efficacité. Julien leur transmit les informations qu'il avait, puis, sans vraiment réfléchir, monta à bord du véhicule à leur demande. Il ne connaissait pas cet homme, mais il avait le sentiment qu'il ne pouvait pas simplement repartir, comme si rien ne s'était passé. Durant le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Louis, Julien observa le vieil homme allongé sur la civière, branché à un masque à oxygène. Le nom sur la fiche d'admission était Henri Delattre, mais cela ne lui disait rien. Il ne se doutait pas que ce nom allait bientôt résonner dans sa vie avec une puissance inattendue. Pour l'instant, il n'y avait que le silence ponctué par le bip régulier des appareils médicaux. Arrivé à l'hôpital, les urgentistes prirent Henri en charge avec diligence. Julien resta un moment dans la salle d'attente, les mains encore tremblantes, ne sachant pas s'il devait rester ou partir. Finalement, il laissa ses coordonnées au personnel, au cas où, puis sortit du bâtiment. Il faisait désormais froid.
et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Il prit son téléphone et découvrit les nombreux messages de son superviseur, tous dans un ton de plus en plus agacé. Il savait qu'il aurait des comptes à rendre et probablement une sanction. Mais malgré la peur du lendemain, il ne regrettait rien. En remontant sur son vélo, Julien sentit quelque chose d'étrange, un mélange de fatigue, de soulagement et de confusion. Ce n'était pas un héros. Il n'aimait même pas qu'on lui dise qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait seulement écouté son instinct. Et si c'était à refaire, il n'hésiterait pas. Tandis qu'il pédalait, de nouveau dans les rues mouillées de Paris, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce vieil homme. Était-il en sécurité? Était-ce un infarctus ou simplement un malaise passager? Les questions tournaient en boucle dans son esprit. Il ignorait que cette décision prise en une fraction de seconde allait faire basculer toute sa vie. Mais ce jeudi-là, sur la place de la République, Julien Moreau avait posé un acte qui le propulserait sans le savoir au cœur d'une histoire bien plus grande que lui. Une histoire de destin croisé, de rancune enfouie, de seconde chance et surtout de la force insoupçonnée de la bonté humaine. Le lendemain matin, la ville de Paris reprenait son tumulte habituel. Les klaxons résonnaient dans les artères principales, les passants pressés s'entrecroisaient sur les trottoirs et les premiers rayons du soleil tentaient de percer le ciel encore chargé de nuages. Pour Julien Moreau, pourtant, cette journée n'avait rien d'ordinaire. Le souvenir du vieil homme qui s'était effondré dans ses bras la veille ne quittait pas ses pensées. Même en essayant de se concentrer sur les nouvelles livraisons qui l'attendaient, il ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image du regard égaré, du souffle court, de la main tremblante serrée dans la sienne. Il n'avait reçu aucun appel de l'hôpital, aucun message. L'homme, Henri Delattre, était-il toujours en vie? Julien se sentait partagé entre l'envie d'en savoir plus et la crainte d'interférer là où il ne serait pas le bienvenu. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait avancer sans au moins s'assurer qu'il avait bien fait. Il reprit donc son vélo et consulta rapidement ses horaires sur l'application de l'entreprise. La matinée s'annonçait dense, avec une série de livraisons dans le 15e arrondissement. Pourtant, alors qu'il enfourchait son vélo, il prit la décision de faire un détour vers l'hôpital Saint-Louis. À son arrivée, l'accueil fut poli mais distant. Lorsqu'il demanda des nouvelles de M. Henri Delattre, on lui expliqua qu'aucune information ne pouvait être communiquée sans autorisation explicite. Julien insista, expliquant qu'il était la personne qui avait appelé l'ambulance et accompagné le patient jusqu'ici. Finalement, après quelques minutes d'attente, une infirmière accepta de le renseigner brièvement. L'homme était toujours hospitalisé, en observation, mais son état s'était stabilisé. Julien, soulagé, demanda s'il pouvait lui laisser un message ou simplement vérifier s'il était réveillé. On l'informa que ce n'était pas possible pour l'instant. Frustré mais résigné, il quitta les lieux, la conscience un peu plus légère. Il ne savait pas encore que dans l'une des chambres privées de cet hôpital, le destin venait de poser ses premières cartes. Pendant ce temps, dans une salle de réunion située au dernier étage d'un immeuble de bureaux moderne, près de la gare Saint-Lazare, François Delattre, directeur général d'une entreprise de logistique urbaine, faisait passer un savon magistral à ses cadres. Froid calculateur, impeccablement habillé, François régnait sur son empire avec autorité. Son ton était tranchant, ses décisions irrévocables. Il ne tolérait ni retard, ni faiblesse, ni excuse. Chaque seconde perdue, chaque livraison mal effectuée représentait à ses yeux un manquement impardonnable. Lorsque son assistante lui transmit un rapport mentionnant le comportement de l'un des livreurs la veille, un certain Julien Moreau, François fronça les sourcils. Le jeune homme avait interrompu ses livraisons sans prévenir, provoquant plusieurs réclamations clients. Le nom ne lui disait rien, mais le fait qu'il ait enfreint les règles suffisait à alimenter son courroux. Il fit convoquer Julien pour une entrevue immédiate. De retour au dépôt principal, Julien fut averti par radio qu'il devait se présenter au bureau central sans délai. Il savait que cette convocation ne présageait rien de bon. Il gara son vélo, essuya la sueur de son front et grimpa les escaliers qui menaient au bureau du directeur. Là, il fut accueilli par une secrétaire froide, puis conduit dans un espace aux murs blancs, où chaque détail respirait le contrôle et la rigueur. François Delattre l'observa entrer sans un mot, les mains croisées sur le bureau. Son regard pas été dur, méthodique, comme s'il scrutait un insecte au microscope. « Julien Moreau, c'est bien ça ?»
demanda-t-il d'un ton sec. Julien acquiesça en silence. « Vous avez interrompu vos livraisons hier sans aucune autorisation. 3 clients ont contacté notre service réclamation. Une telle négligence est inacceptable. » Julien tenta d'expliquer. Il raconta l'incident, la détresse de l'homme âgé, la nécessité d'agir rapidement. Mais plus il parlait, plus le visage de François restait impassible. À la fin de son récit, le directeur se contenta de répliquer « Vous croyez peut-être que vos bonnes intentions suffisent à compenser vos manquements professionnels? Nous ne sommes pas ici dans une œuvre de charité. Vous êtes payé pour respecter un planning, rien d'autre. » Julien se sentit humilié. Il voulait protester, dire que parfois l'humanité devait primer sur les chiffres. Mais il savait que rien ne convaincrait cet homme. Il baissa la tête et quitta le bureau sans un mot. Il n'avait jamais été aussi profondément atteint dans sa dignité. Pourtant, malgré la colère et l'humiliation, il ne regrettait toujours pas sa décision. Ce que ni lui ni François ne savaient à cet instant, c'était que l'homme hospitalisé sous le nom d'Henri Delattre n'était autre que le père de ce même directeur. Un homme qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs jours et dont l'état de santé préoccupait secrètement toute la famille. Dans la chambre 408 de l'hôpital Saint-Louis, Henri Delattre reprenait conscience peu à peu. Son cœur affaibli battait à nouveau à un rythme stable, et bien qu'il soit encore sous surveillance, les médecins étaient confiants. Il avait été trouvé au bon moment, avait reçu les soins nécessaires sans délai. Lorsqu'il demanda à l'infirmière qui l'avait aidé, on lui raconta rapidement l'histoire d'un jeune homme inconnu qu'il avait soutenu, appelé les secours et accompagné jusqu'à l'hôpital. Henri hocha la tête lentement, murmurant « Je veux le voir ». Mais Julien, lui, ignorait encore tout de ce lien qui allait bouleverser sa vie. Pour lui, Henri n'était qu'un vieil homme fragile, un passant parmi tant d'autres dans la grande ville de Paris. Il ne se doutait pas que ce même homme portait un nom que bientôt il entendrait murmurer avec respect, tension et révélation. Car parfois, le hasard ne fait pas que croiser des chemins. Il les tisse avec une précision troublante, préparant les âmes à des vérités qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Le lendemain de sa convocation, Julien se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange d'anxiété, de frustration et d'un sentiment sourd d'injustice. Le sommeil n'avait pas effacé les paroles du directeur général, François Delattre, dont la froideur l'avait marqué bien plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il se rappelait chaque mot, chaque intonation sèche, chaque regard qui semblait le réduire à une simple donnée statistique, un maillon interchangeable dans une chaîne logistique. Ce qui l'avait le plus blessé, ce n'était pas la menace de sanction, ni même la perspective de perdre son emploi, mais cette sensation d'avoir été traité comme un objet inutile, malgré ce qu'il avait accompli pour sauver une vie. Dans la salle des livreurs, la tension était palpable. Personne ne disait mot, mais les regards se faisaient fuyants. Julien devina que la nouvelle de son absence et de la colère du directeur avait circulé. Certains collègues le regardaient avec une certaine pitié, d'autres avec méfiance, comme si son acte de bravoure, au lieu de l'élever, l'avait isolé. Un geste altruiste dans un monde régi par l'efficacité avait tout d'un acte de rébellion. Il se força à ne rien montrer, enfila son sac à dos, saisit les premières livraisons de la journée et enfourcha son vélo sans un mot. Pendant que Julien arpentait les rues de Paris, tentant de retrouver un semblant de normalité, François Delattre recevait un appel personnel qui le sortit momentanément de ses préoccupations professionnelles. Une voix familière, celle de l'infirmière principale de l'hôpital Saint-Louis, l'informa que son père, Henri Delattre, était réveillé et en voie de rétablissement. François, qui s'efforçait toujours de compartimenter les émotions, sentit une vague de soulagement qu'il s'empressa cependant de réprimer. Il remercia brièvement, annonça qu'il passerait dans la journée, puis retourna à ses dossiers. Mais cette nouvelle résonna en lui d'une manière inattendue. Dans l'après-midi, il se rendit à l'hôpital. Le visage de son père semblait moins marqué, son teint légèrement plus rosé. Henri était conscient mais fatigué. Il le salua d'un ton calme, sans emphase, comme à leur habitude. La relation entre père et fils, marquée par des années de malentendus et de silence, n'avait jamais été facile. Henri, ancien avocat d'affaires réputé, avait toujours eu de grandes attentes envers François, et ce dernier avait toujours eu du mal à exprimer sa reconnaissance ou sa tendresse. Ce jour-là pourtant, une lueur particulière brillait dans les yeux du vieil homme. « Tu sais qui m'a sauvé ?»
demanda-t-il d'une voix affaiblie. François haussa les épaules, visiblement peu concerné par ce détail. « Un inconnu, j'imagine. Un passant. » Henri hocha la tête. « Oui, un jeune homme. Il a pris le temps de s'arrêter. Il m'a soutenu, appelé les secours et m'a accompagné ici. Je me souviens encore de son regard. Pas de peur, pas d'intérêt, juste de la bonté. » François, mal à l'aise, tenta de détourner la conversation. Mais Henri insista. Il voulait connaître l'identité de ce garçon, le remercier personnellement. Il avait été bouleversé par ce geste simple, par cette humanité pure dans une ville où l'indifférence dominait. François, peu enclin à s'attarder sur les bons sentiments, promit vaguement qu'il ferait des recherches, sans vraiment y croire. Mais le soir même, en consultant les rapports internes de l'entreprise, son regard tomba à nouveau sur le nom de Julien Moreau. Ce nom, lié à un incident survenu exactement au même moment que celui où son père avait été transporté d'urgence, éveilla un soupçon. Il demanda à son assistante de lui fournir l'itinéraire de Julien pour la journée précédente. Les données étaient claires. Son absence coïncidait avec l'heure exacte à laquelle l'ambulance avait été appelée à la place de la République. Une série de vérifications plus tard, il ne subsistait aucun doute. Le livreur qui l'avait humilié dans son bureau n'était autre que celui qui avait sauvé la vie de son père. François resta un long moment assis, les mains jointes devant le visage. Il ne savait que faire de cette information. Une partie de lui était tentée de l'ignorer, de continuer comme si de rien n'était. Une autre, plus profondément enfouie, ressentait une gêne, presque une honte. Il avait jugé un homme sans chercher à comprendre, l'avait rabaissé avec arrogance, alors que ce même homme avait accompli un acte de bravoure silencieuse. Le lendemain matin, il fit convoquer à nouveau Julien. Ce dernier, encore marqué par leur dernière entrevue, entra dans le bureau avec prudence, prêt à affronter une nouvelle vague de reproches. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. François ne parla pas immédiatement. Il fixait Julien comme s'il cherchait à percer un mystère. « Hier, je vous ai peut-être mal jugé, » dit-il enfin. Julien ne répondit pas, ne sachant pas s'il devait y voir une excuse ou une nouvelle mise à l'épreuve. François continua, d'un ton plus neutre, « J'ai appris ce que vous avez fait. Vous avez sauvé une vie, celle de mon père. » Le silence qui suivit fut dense. Julien sentit son cœur battre plus fort. Il comprenait maintenant la raison de cette convocation, mais il ne savait pas comment réagir. Il n'avait rien fait pour obtenir de la reconnaissance. Il avait juste suivi ce qu'il croyait être juste. « Je ne cherche ni récompense ni faveur, » répondit-il doucement. Ce jour-là, il avait besoin d'aide, et j'étais là, c'est tout. François sembla surpris par la sincérité de cette réponse. Il observa Julien un instant, puis hocha lentement la tête. « Mon père tient à vous remercier personnellement. Il a demandé à vous voir. » Julien, pris au dépourvu, accepta sans savoir ce qui l'attendait. Il ne se doutait pas que cette rencontre serait le début d'un bouleversement bien plus profond, où les barrières sociales, les préjugés et les histoires du passé allaient se mêler pour transformer à jamais le cours de son existence. Le jour suivant, Julien se réveilla avec une lourdeur inhabituelle dans le corps, comme si les heures de sommeil n'avaient pas suffi à effacer la tension accumulée. Pourtant, il ne s'agissait pas de fatigue physique. Il ressentait une forme d'appréhension qu'il avait du mal à définir. Depuis la veille, depuis cette révélation surprenante dans le bureau de François Delattre, un trouble silencieux s'était installé en lui. L'homme qui l'avait secouru sans réfléchir, cet inconnu qui s'était effondré dans ses bras sur la place de la République, était le père de son supérieur direct, le même qui l'avait humilié sans une once d'écoute ni de compassion. Il y avait dans cette coïncidence une dimension presque irréelle, comme si la ville, immense et anonyme, avait décidé de jouer un tour du destin à son insu. Julien passa la matinée à remplir ses missions de livraison, mais chaque trajet semblait s'étirer plus que de coutume. Il se surprenait à regarder l'écran de son téléphone à chaque vibration, à guetter un message du directeur ou de l'hôpital. Lorsqu'enfin, en début d'après-midi, il reçut l'appel d'un numéro inconnu, il s'arrêta immédiatement pour décrocher. Une voix douce, posée, se présenta comme appartenant à l'infirmière principale de l'hôpital Saint-Louis. Elle lui expliqua que M. Henri Delattre souhaitait le voir, s'il acceptait de venir. Julien, encore étonné de la tournure des événements, répondit qu'il se rendrait sur place dès que possible. À peine une heure plus tard, il se trouvait à l'accueil de l'hôpital.
Il n'y avait plus cette hésitation de l'autre jour, ce besoin de justifier sa présence. On l'attendait. L'infirmière l'accueillit avec un sourire chaleureux et lui indiqua le chemin vers la chambre. Julien parcourut les couloirs d'un pas modéré, les yeux attentifs au numéro des portes. Lorsqu'il atteignit la chambre 408, il marqua une pause. À travers l'ouverture entr'ouverte, il distingua d'abord un imposant bouquet de lys posé sur une table, puis les silhouettes de 2 personnes. L'une, assise près du lit, n'était autre que François Delattre, reconnaissable à son allure rigide et à son costume impeccable. L'autre, allongé, était Henri, visiblement affaibli mais éveillé. Julien entra prudemment, sans faire de bruit. La chambre était lumineuse, décorée avec un goût sobre. Des cartes de vœux s'empilaient sur une étagère et un parfum discret de lavande flottait dans l'air. François se tourna vers lui, le reconnaissant immédiatement mais ne dit rien. Henri, lui, leva la tête et esquissa un sourire. Il avait les traits tirés, les yeux encore cerclés de fatigue, mais une chaleur indéniable émanait de lui. « Julien, c'est bien vous » murmura-t-il. Julien acquiesça et s'approcha lentement du lit. Henri tendit une main vers lui que Julien serra avec précaution. « Je voulais vous voir depuis le moment où j'ai appris ce qui s'était passé. On m'a raconté ce que vous avez fait pour moi. J'étais seul au bord de l'effondrement et vous ne m'avez pas laissé tomber. » Julien baissa les yeux, mal à l'aise face à tant de reconnaissance. Il n'aimait pas se sentir au centre de l'attention, surtout dans ce contexte. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Vous aviez besoin d'aide. Je n'ai pas réfléchi. » Henri serra un peu plus fort sa main. « Peut-être, mais dans cette ville, combien se seraient arrêtés? Vous auriez pu passer votre chemin comme les autres. Vous avez fait un choix. » François, resté silencieux jusqu'à cet instant, rompit enfin le mutisme. « Quand je t'ai vu entrer ici, j'ai compris que tu avais découvert qui était mon père. » Julien hocha la tête, mais son regard ne croisa pas immédiatement celui du directeur. Il se tourna à nouveau vers Henri. « Je suis content de voir que vous allez mieux. » Henri sourit, puis reprit d'une voix plus douce. « Je me suis toujours dit qu'on reconnaît les grandes âmes à leur capacité d'agir sans attente. Vous êtes de ceux-là, Julien, et cela mérite plus qu'un simple merci. » Julien, troublé, tenta de répondre, mais les mots lui manquaient. Il n'était pas préparé à tant d'émotions. Il resta encore quelques minutes dans la chambre, acceptant un verre d'eau, répondant à quelques questions simples sur son parcours, sa vie, son travail. Henri s'intéressait sincèrement à lui, et cela se sentait. Contrairement à François, dont la présence restait marquée par une réserve glacée, Henri écoutait avec attention, ponctuant les échanges de petits gestes de compréhension. Mais alors que Julien s'apprêtait à prendre congé, François l'interpella d'un ton plus neutre que d'habitude. « Julien, reste un instant. » Henri acquiesça d'un regard complice. Julien s'immobilisa. « Je me rends compte que j'ai été injuste avec toi. Le jour où tu es venu à mon bureau, je n'avais pas encore compris ce qui s'était passé. Tu avais agi avec intégrité, et moi, je t'ai traité comme si tu n'étais qu'un retardataire. » Julien le regarda sans rancune, mais avec fermeté. « Ce n'était pas juste, mais je comprends que vous ne pouviez pas tout savoir. Je n'en attendais rien. » François sembla pris au dépourvu par cette réponse. Il esquissa un mouvement, de tête, presque un signe de respect, puis conclut simplement. « Mon père souhaite te revoir. Prends cela comme une invitation. Tu peux revenir quand tu veux. » Julien salua les 2 hommes et sortit de la chambre, le cœur battant. Il ne savait pas encore comment interpréter ce moment. Il avait pénétré dans cette chambre pour s'enquérir de l'état d'un vieil homme sauvé par hasard. Il en sortait en sachant qu'il venait d'entrer dans un univers où les relations humaines seraient bien plus complexes qu'un simple acte de secours. Ce qui s'était joué dans cette chambre allait marquer un tournant. Car derrière les gestes de gratitude, derrière les regards et les silences, quelque chose de plus grand se dessinait. Et Julien pressentait déjà que cette histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière filtrait à peine à travers les rideaux de son modeste studio que le téléphone de Julien vibra sur la table de nuit. Il ouvrit les yeux avec difficulté, encore engourdi par une nuit entrecoupée de rêves confus. Le numéro affiché sur l'écran ne lui disait rien. Il hésita une seconde, puis décrocha. Une voix féminine, douce mais formelle, se présenta comme faisant partie du personnel administratif de l'hôpital Saint-Louis. Elle expliqua que M. Henri Delattre souhaitait s'entretenir avec lui.
dès que possible, si cela ne posait pas de problème. Julien, surpris par l'appel, accepta immédiatement, sans même demander de détails. Il raccrocha, resta un instant assis sur le bord du lit, l'esprit encore embrumé, puis se leva. Il se demanda pourquoi Henri désirait le revoir si rapidement. Il n'était pas certain de ce qu'il pourrait bien lui dire de plus. L'émotion de leur première rencontre à l'hôpital était encore vive dans sa mémoire, mais l'idée d'un second entretien, cette fois à l'initiative du vieil homme, éveillait une forme d'inquiétude inattendue. Julien se prépara rapidement, attrapa une veste et quitta l'appartement. La matinée était fraîche, le ciel couvert d'un gris uniforme. Il pédala en direction de l'hôpital avec une certaine nervosité, son sac vide sur le dos, comme pour alléger le poids d'un quotidien soudain bousculé. Une fois arrivé, il fut accueilli par l'infirmière qu'il avait déjà rencontrée. Elle le reconnut aussitôt, lui adressa un sourire franc et l'accompagna jusqu'à la chambre. Henri Delattre était assis, légèrement relevé par des oreillers. Son teint avait repris des couleurs et ses yeux brillaient d'une vivacité nouvelle. Il salua Julien d'un geste chaleureux, l'invitant à s'asseoir sur la chaise proche. « Merci d'être venu si vite. J'avais besoin de vous parler, et je voulais le faire de vive voix. » Julien répondit simplement que c'était normal, qu'il comprenait. Il sentit que cette conversation allait être différente, plus intime peut-être, plus directe. Henri prit une respiration lente, comme pour ordonner ses pensées. « J'ai passé toute ma vie à croire que les grandes choses venaient de l'effort, de l'ambition, des conquêtes sociales. Et puis, il suffit d'une minute d'impuissance sur un trottoir pour que tout cela perde soudain de sa grandeur. C'est dans cet instant de fragilité que vous êtes apparu. » Julien ne savait pas comment réagir. Il n'était pas habitué à recevoir ce genre de témoignage, surtout venant d'un homme dont la stature semblait si imposante, même allongé dans un lit d'hôpital. « Je voulais que vous sachiez que je me souviens de vous, même si j'étais à moitié inconscient. Il y a une chose dans votre regard, votre voix, quelque chose d'authentique. Ce n'était pas de la pitié ni une obligation morale, c'était naturel. Et pour ça, je vous suis redevable, profondément. » Julien répondit d'un ton calme, presque gêné. « Je n'ai pas cherché à faire un geste héroïque. Vous étiez là, vous aviez besoin d'aide. Je ne pouvais pas tourner le dos. » Henri hocha la tête, appréciant la simplicité de la réponse. « Et c'est justement cela qui m'a touché. Vous ne cherchez rien. Pas de reconnaissance, pas de récompense. Cela vous rend d'autant plus précieux. » Il se redressa un peu plus dans son lit, puis continua, le regard fixé sur Julien. « Je me suis renseigné sur vous. J'ai demandé à mon fils de me parler de vous, même s'il n'aime pas trop que je me mêle de ses affaires. Il a compris que je ne céderai pas. Il m'a parlé de votre parcours, de votre poste. Il m'a aussi dit que vous aviez été convoqué, réprimandé alors que vous étiez en train de me sauver. » Julien sentit un pincement dans la poitrine. Il n'avait pas souhaité que cette histoire prenne de telles proportions. Il n'en voulait pas à François de ne pas avoir su, à ce moment-là. Il avait réagi comme un chef d'entreprise, pas comme un fils, et il ne voulait surtout pas que cette situation soit source de conflits familiaux. « Je ne souhaite pas créer de tension entre vous et votre fils. Il m'a déjà parlé, il sait que... » Henri leva la main pour l'interrompre doucement. « Ne vous inquiétez pas pour ça. François et moi, nous avons toujours eu une relation complexe. Il a son caractère, j'ai le mien. Mais cette histoire nous oblige, l'un comme l'autre, à regarder les choses différemment. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une sincérité désarmante. « J'aimerais qu'on se voie régulièrement. Pas ici, pas à l'hôpital, chez moi ou ailleurs. Pas parce que je vous dois la vie, mais parce que j'ai envie d'apprendre à vous connaître. » Julien resta interdit. Il ne s'attendait pas à une telle proposition. Il chercha ses mots, hésita. « Je ne suis qu'un livreur, monsieur Delattre. Je ne suis pas sûr de... » « Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes un homme de valeur. Et je n'ai que trop tardé à m'entourer de gens comme vous. » Le silence qui suivit fut plein de sens. Julien sentit que quelque chose venait de changer, profondément. Ce n'était pas une faveur, ni une charité déguisée. C'était une invitation sincère à un échange humain, désintéressé, rare. Il accepta finalement, d'un simple hochement de tête. Quand il quitta la chambre, le vent s'était levé dehors. Il s'arrêta un instant sur le parvis de l'hôpital, le regard tourné vers les nuages mouvants. Il se sentait léger, mais en même temps, une vague d'émotions inexprimables le traversait.
Une porte venait de s'ouvrir dans sa vie, une porte qu'il n'avait ni cherchée ni espérée, mais qui lui révélait en silence que certains gestes peuvent provoquer des changements irréversibles. Julien comprenait maintenant que ce qu'il avait fait allait bien au-delà d'un simple acte de civisme, et que les répercussions de ce jour-là venaient à peine de commencer. Les jours suivants furent empreints d'un étrange mélange de tension et de calme apparent. Julien continuait à travailler avec la même régularité, parcourant Paris sur son vélo, livrant colis après colis avec l'efficacité silencieuse qu'on lui connaissait. Mais à l'intérieur, une tempête prenait forme. Il ne cessait de repenser à la dernière visite à l'hôpital, aux mots d'Henri Delattre, à cette invitation inattendue qui avait bouleversé quelque chose d'essentiel en lui. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un d'extérieur à son cercle personnel immédiat s'était intéressé à lui non pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Pourtant, malgré cette lueur naissante, Julien sentait aussi une présence pesante planer, celle de François Delattre. Le directeur de l'entreprise, froid et distant, n'avait pas repris contact avec lui depuis la dernière conversation à l'hôpital. Julien ne savait pas ce qu'il fallait en déduire. Avait-il accepté que tout cela s'éloigne de la sphère professionnelle, ou préparait-il une riposte, une manière détournée de rétablir son autorité dans une entreprise où tout écart au règlement était systématiquement sanctionné? Les pensées se bousculaient, et Julien redoutait une rencontre imprévue, qui aurait le goût de confrontation. Cette rencontre arriva plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Ce fut un vendredi matin. Julien, en train de charger sa première tournée du jour dans le dépôt central, vit apparaître la silhouette rigide de François au bout du couloir. Vêtu de son habituel costume gris anthracite, accompagné d'un adjoint au regard nerveux, il avançait droit vers lui. L'atelier se figea, chacun feignant une occupation subite, tous bien conscients que la présence du directeur général dans les hangars était rarissime. François s'arrêta à quelques pas de Julien et, contre toute attente, lui demanda de le suivre. Sans un mot, Julien déposa son colis, s'essuya les mains sur son pantalon et emboîta le pas. Ils montèrent ensemble au 3e étage, dans une salle de réunion vitrée, isolée du bruit de l'entrepôt. Là, François s'installa à l'extrémité de la table, croisa les mains et fixa Julien. « J'ai appris que vous avez revu mon père, qu'il vous a demandé de revenir le voir. » Julien hocha la tête, préférant rester silencieux, mesuré. « Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas à l'aise avec cette situation. Je ne comprends pas ce qu'il cherche. Mon père ne s'attache pas aux gens facilement, encore moins à ceux qu'il ne connaît pas. » Julien, calme, répondit. « Simplement, je ne cherche rien, monsieur Delattre. C'est lui qui m'a appelé. Je ne suis pas allé le voir pour autre chose que m'assurer qu'il allait bien. » François pinça les lèvres, visiblement agacé. Il ne semblait pas convaincu. « Mon père est influençable quand il est malade, émotionnel. Et vous êtes un inconnu. » Cette remarque, bien que formulée avec retenue, contenait un jugement transparent. Julien sentit la colère monter, mais il l'étouffa. Il ne voulait pas entrer dans un affrontement. Il ne voulait surtout pas que cette situation devienne une guerre d'ego. Il se contenta de poser une question. « Qu'est-ce que vous croyez que je veux? Une promotion? Un traitement de faveur ?» François le regarda longuement, puis détourna les yeux. « Je n'en sais rien, mais je dois protéger ce que j'ai construit ici. Je ne peux pas permettre qu'un déséquilibre se crée. » Julien répondit d'un ton plus ferme. « Vous pensez que j'ai tout planifié? Que j'ai vu votre père s'effondrer et que j'ai pensé à l'utiliser? Vous croyez vraiment que quelqu'un aurait pu prévoir une chose pareille? » François ne répondit pas. Il regardait le verre d'eau posé devant lui, comme si soudain il se trouvait lui-même face à ses propres limites. Puis, lentement, il reprit, cette fois avec moins de rigidité. « Il m'a dit que vous l'avez regardé sans pitié, que vous l'avez traité avec humanité sans savoir qui il était. Je suppose que je devrais vous en remercier. » Julien, légèrement surpris, perçut dans cette phrase quelque chose d'inédit. Pas tout à fait une reconnaissance, mais une ouverture. « Vous n'avez pas à me remercier. Ce n'était pas pour vous. » Un silence s'installa. François se leva, fit quelques pas dans la salle, puis se tourna à nouveau vers lui. « Je veux être clair. Vous restez un employé ici. Les règles s'appliquent à vous comme à n'importe qui.
Mais je ne m'opposerai pas aux décisions de mon père s'il souhaite vous voir. Je ne peux pas empêcher un homme convalescent de s'entourer de ceux qu'il juge sincères. » Julien acquiesça. Il comprenait les tensions sous-jacentes. Il n'en attendait pas plus. Il était même soulagé que les choses soient dites. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, François l'arrêta une dernière fois. Une dernière chose. Vous avez fait preuve de courage, et ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans nos manuels de formation. Julien sortit sans répondre, mais un poids invisible sembla se dissiper de ses épaules. Ce n'était pas une réconciliation, ni une approbation totale, mais c'était un pas. Le premier depuis que les murs entre eux s'étaient érigés. Il savait désormais que rien ne serait simple, que la suspicion ne disparaîtrait pas d'un jour à l'autre. Mais il y avait dans cette confrontation une vérité fondamentale. Il avait agi selon ses principes. Et rien, ni les doutes ni les accusations voilées, ne pourraient altérer cela. Loin de là, Henri l'attendait à nouveau pour un moment, de calme, sans code ni hiérarchie. Une amitié improbable commençait à naître dans l'ombre d'un conflit familial, tissé de silences respectueux, de mots justes et d'un regard honnête sur ce que signifie vraiment la loyauté. Lorsque Julien reçut l'appel d'Henri Delattre, quelques jours après la confrontation tendue avec François, il fut pris au dépourvu. Cette fois, ce n'était pas un message laissé à l'accueil de l'hôpital, ni une demande d'entretien formel. Henri l'avait appelé personnellement. Sa voix, affaiblie mais résolue, trahissait une envie simple mais profonde. Passer un moment ensemble, en dehors de l'hôpital. Il souhaitait remercier Julien autrement, dans un cadre plus humain, plus intime. Il proposa un dîner familial. Julien resta silencieux plusieurs secondes, déstabilisé. Un dîner ? Avec la famille Delattre ? L'idée paraissait surréaliste. Il tenta de décliner poliment, invoquant le travail, les horaires, la fatigue. Mais Henri insista avec douceur. Il n'y avait aucune obligation, disait-il, seulement une envie sincère de partager un repas avec celui qui l'avait aidé à survivre. Après une nuit de réflexion, Julien accepta. Il n'était pas homme à se dérober sous prétexte de gêne ou d'inconfort. Il savait que cette invitation n'était pas anodine. Il percevait, derrière le ton humble d'Henri, une volonté de créer un lien, de le maintenir vivant au-delà du contexte de leur rencontre. Pourtant, plus l'heure du dîner approchait, plus Julien sentait naître en lui un malaise insidieux. Il n'avait jamais mis les pieds dans un environnement aussi éloigné de son quotidien. La famille Delattre n'était pas simplement aisée. Elle appartenait à un monde structuré par les privilèges, les traditions et les apparences, un monde auquel Julien n'avait jamais prétendu appartenir. Il passa de longues minutes devant son armoire, hésitant sur la tenue à porter. Tout lui paraissait trop banal, trop simple, trop lui. Le soir du dîner, il arriva à l'adresse indiquée, un immeuble haussmannien situé dans un quartier résidentiel chic du 7e arrondissement. L'immeuble respirait l'ancien prestige, avec ses colonnes blanches, sa grille forgée, son concierge en uniforme. Julien traversa le hall avec une prudence respectueuse, salua poliment l'homme en faction, puis prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Il ne savait pas exactement qui l'attendait. Henri avait parlé d'un dîner familial, mais n'avait pas précisé les membres présents. La porte s'ouvrit sur une femme élégante d'un certain âge, aux traits fins et à la voix douce. Elle se présenta comme étant Claire, l'épouse d'Henri. Elle accueillit Julien avec une chaleur inattendue, comme s'il était un vieil ami de la maison. Henri apparut aussitôt, s'appuyant encore sur une canne, mais le visage rayonnant. Il prit Julien dans ses bras avec une sincérité touchante, le remerciant à nouveau d'avoir accepté l'invitation. L'appartement était vaste, lumineux, décoré avec goût mais sans ostentation excessive. Des œuvres d'art tapissaient les murs, des livres anciens s'entassaient sur les étagères, et l'odeur de plats mijotés flottait dans l'air, rassurante. François était là aussi, bien sûr, assis près de la baie vitrée, un verre de vin à la main. Il se leva en voyant Julien entrer, lui serra la main avec une neutralité polie. Aucune tension apparente, mais pas de chaleur non plus. Julien ne s'en formalisa pas. Il savait que ce genre de relation demandait du temps, surtout avec un homme, qu'aussi rigide. Le repas fut servi dans la salle à manger, une grande pièce donnant sur un balcon avec vue sur la tour Eiffel. Julien s'assit à côté d'Henri, face à Claire. François, en bout de table, restait en retrait, parlant peu. Les échanges se concentrèrent sur des sujets simples. Les goûts culinaires de chacun,
des anecdotes sur Paris, des souvenirs de jeunesse d'Henri. Julien écoutait plus qu'il ne parlait, mais ses interventions étaient toujours pertinentes, souvent empreintes d'humour discret. Claire semblait ravie, riant volontiers à ses remarques, l'encourageant à parler davantage. Petit à petit, l'atmosphère se détendit. Julien, malgré son costume simple et ses manières modestes, ne se sentait pas inférieur. Il était différent, oui, mais il n'était pas déplacé. Il ne cherchait pas à impressionner, à se fondre dans ce milieu, et c'est peut-être cela qui plut autant à Henri et Claire. Il restait fidèle à lui-même, et cette authenticité tranchait avec les sourires convenus qu'il voyait souvent autour d'eux. Vers la fin du repas, Henri leva son verre. « Je veux porter un toast, » dit-il, à Julien pour son courage, pour son humanité, et surtout pour avoir rappelé à cette famille ce que signifie la vraie bonté. Julien, rouge de gêne, murmura un remerciement. Il n'était pas habitué à ce genre d'attention, encore moins dans un cercle aussi restreint. Il sentit le regard de François sur lui, indéchiffrable. Il ne savait pas si c'était de l'admiration, de la réserve, ou un mélange des deux. Mais il n'avait pas besoin de comprendre. Il se concentra sur l'instant, sur cette soirée, improbable, sur la chaleur qui émanait de cette table. Lorsque le repas toucha à sa fin, Claire proposa un café dans le salon. Ils s'y installèrent tous les quatre, dans de grands fauteuils, face à une bibliothèque impressionnante. Henri posa des questions plus personnelles à Julien, sur sa famille, son enfance, ses rêves. Julien répondit avec honnêteté, parlant de sa mère, de son quartier, de son parcours sans détour ni misérabilisme. Henri semblait absorbé, comme s'il redécouvrait à travers lui une réalité qu'il avait oubliée. Il était tard lorsque Julien prit congé. Henri le raccompagna jusqu'à la porte, le remerciant une fois de plus, lui promettant de le revoir bientôt. Claire le serra dans ses bras, le sourire aux lèvres. François, lui, resta dans le salon. Il ne dit rien, mais Julien sentit que quelque chose avait changé imperceptiblement. En redescendant dans la rue, Julien inspira profondément l'air frais de la nuit. Il ne savait pas encore ce que cette soirée allait provoquer. Mais il avait compris une chose essentielle. Parfois, un simple dîner pouvait devenir le point de bascule entre deux mondes. Et lui, Julien Moreau, venait de franchir une porte qu'il n'aurait jamais imaginé entrebâillée. Les jours qui suivirent le dîner chez les Delattre furent marqués par une étrange dissonance pour Julien. D'un côté, il y avait la chaleur sincère d'Henri, les échanges cordiaux avec Claire, les silences moins tendus de François, et ce sentiment naissant de faire partie, même provisoirement, d'un univers plus large que le sien. De l'autre, il y avait l'ambiance pesante qui s'était installée au sein du dépôt, un changement imperceptible, mais croissant dans le regard de ses collègues. Le contraste était flagrant, et Julien, bien que lucide, ne pouvait en mesurer pleinement les conséquences. Au début, les remarques furent rares, à peine audibles, glissées entre deux phrases ou murmurées dans les vestiaires. Puis, elles devinrent plus fréquentes, plus ciblées, plus acides. « Alors, t'as dîné chez le patron ? Faudra que tu nous dises ce qu'on doit faire pour avoir droit au foie gras aussi. Un livreur invité chez les Delattre ? C'est beau, la France d'aujourd'hui. » Ce n'étaient pas toujours des attaques frontales. Parfois, un simple silence au moment où Julien entrait dans une pièce suffisait à créer une frontière invisible, plus douloureuse que 1000 mots. Il tenta d'ignorer, de continuer comme si de rien n'était. Il effectuait ses livraisons, avec le même soin, arrivait à l'heure, aidait même les nouveaux employés à s'orienter dans le labyrinthe des arrondissements parisiens. Mais le climat avait changé. Ceux qui l'avaient autrefois salué avec camaraderie se montraient désormais distants. Certains allaient jusqu'à lui tourner le dos ou à changer de sujet quand il s'approchait. Julien, pourtant, n'avait jamais cherché à tirer profit de sa relation avec Henri. Il n'avait ni demandé d'augmentation ni sollicité aucun traitement de faveur. Mais dans l'univers des travailleurs manuels, où la solidarité se construit sur une base d'égalité, perçue, toute exception devient une menace. Le plus difficile à supporter n'était pas tant les mots ou les regards, mais la sensation de trahison. Julien avait toujours cru que ses collègues voyaient en lui un compagnon fiable, honnête, discret. Il découvrait maintenant qu'un simple changement de perception pouvait suffire à briser des années de respect silencieux. Il se demandait parfois s'il n'aurait pas dû refuser l'invitation, rester à sa place, éviter toute forme de rapprochement qui puisse être interprétée comme une ambition déguisée. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir en tournée,
Il surprit une conversation entre deux livreurs dans le vestiaire. Ils parlaient de lui, sans savoir qu'il était juste derrière la porte. L'un disait qu'il était désormais dans les petits papiers du patron, que bientôt il porterait plus de cravate que de carton. L'autre riait, ajoutant qu'il finirait sûrement par avoir un bureau avec vue sur la Seine pendant que nous, on continue à se casser le dos. Julien n'entra pas. Il resta immobile, la main sur la poignée, le cœur serré. Il n'éprouvait ni colère ni envie de répondre. Juste une forme de tristesse, presque de lassitude. Il se demanda s'il n'avait pas commis une erreur en laissant ces deux mondes se croiser. Henri, de son côté, n'avait aucune idée du trouble que sa gratitude sincère causait dans la vie de Julien. Pour lui, il s'agissait simplement d'un lien humain, d'un élan naturel vers quelqu'un qui avait été là au bon moment. Il continuait d'appeler Julien, de lui proposer de passer boire un café, de lui demander son avis sur des sujets légers. Il avait même commencé à lui parler de ses vieux projets, de ses regrets, des choses qu'il aurait aimé faire différemment dans sa vie. Julien l'écoutait avec respect, touché par la confiance que ce vieil homme lui accordait. Mais il gardait pour lui ce qui se passait au dépôt, préférant ne pas entacher ces moments d'une vérité trop amère. Une après-midi, alors qu'il livrait un colis dans un bureau du 16e arrondissement, Julien croisa François par hasard. Le directeur, visiblement en réunion, fut surpris de le voir là, en uniforme, transpirant, le sac sur le dos. Il s'arrêta quelques secondes, comme s'il venait de se rappeler que, malgré les événements récents, Julien restait avant tout un employé opérationnel. Il le salua brièvement, mais son regard trahit un malaise. Il semblait hésiter entre deux attitudes, maintenir la distance professionnelle ou reconnaître implicitement l'importance que Julien avait prise dans la sphère familiale. Ce soir-là, Julien rentra chez lui, épuisé. Il s'installa sur son canapé, les jambes étendues, les mains sur le ventre. Il repensa à sa mère, à ses longues heures de travail, à sa discrétion naturelle, à sa manière de toujours se faire petite dans un monde qui la méprisait. Il se demanda ce qu'elle aurait pensé de tout cela. Peut-être lui aurait-elle dit de rester fidèle à lui-même, de ne jamais se laisser définir par les jugements des autres. Peut-être aussi aurait-elle perçu le danger de ces croisements de classe, où les intentions les plus sincères se heurtaient à des murs invisibles. Julien savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps dans cette ambiance. Il ne voulait pas se battre contre des regards. Il ne voulait pas justifier ce qu'il n'avait jamais cherché, mais il ne voulait pas non plus renier ce qu'il était en train de vivre avec Henri. Il avait trouvé en lui un confident, un comme dont la sagesse tardive lui offrait des perspectives nouvelles. Il ne voulait pas perdre cela. Il comprit alors qu'il devrait faire un choix bientôt, continuer à marcher sur cette ligne étroite entre deux mondes, ou s'affirmer pleinement dans l'un d'eux. Et quoi qu'il décide, il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Car une fois qu'on a franchi le seuil d'un autre univers, même sans l'avoir voulu, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. L'atmosphère pesante, qui régnait dans les couloirs du dépôt, ne cessait de miner Julien. Mais c'était précisément dans cette période troublée qu'un événement inattendu allait faire basculer ses repères. Henri, fidèle à ses habitudes, l'avait une nouvelle fois invité chez lui pour un après-midi tranquille. Julien, malgré les regards suspicieux qu'il sentait chaque jour peser sur lui, avait accepté. Il savait désormais que ces moments, passés avec Henri, représentaient une parenthèse rare, presque précieuse. C'était un espace dans lequel il pouvait être lui-même sans devoir se justifier, où il n'était ni livreur, ni invité de marque. Juste un homme écouté et estimé. Ce jour-là, Henri était assis dans son salon, un plaid sur les genoux, une tasse de thé à la main. Il avait insisté pour que Julien se sente chez lui. Et Julien avait fini par s'installer dans un fauteuil en cuir, face à la bibliothèque. La discussion avait démarré, comme souvent, sur des sujets banals. Mais rapidement, Henri aborda un thème plus personnel, comme s'il avait attendu le bon moment pour le faire. « Julien, j'aimerais te poser une question, un peu indiscrète peut-être, mais qui me trotte dans la tête depuis un moment. Tu m'as parlé de ta mère, de son parcours, de sa force. Tu m'as dit qu'elle avait travaillé comme femme de ménage pendant des années dans différents quartiers de Paris. Est-ce que tu te souviens où, exactement ?» Julien acquiesça, intrigué. Il avait mentionné sa mère lors d'une conversation précédente, sans trop entrer dans les détails. Il répondit calmement. « Oui, elle a travaillé longtemps dans le 16e, puis dans le 8e. Je crois qu'elle a aussi été employée pendant quelques années par une famille dans le 7e arrondissement. Une grande maison avec un jardin intérieur.
Henri redressa lentement la tête, un pli apparaissant sur son front. Il se tourna complètement vers Julien, le regard soudain plus perçant. « Tu te souviens du nom de la famille ?» Julien réfléchit, puis répondit, sans hésiter, « Je crois que c'était Delattre. » Le silence qui suivit cette révélation fut immédiat, dense, presque irréel. Henri ne bougea pas. Il cligna des yeux, comme s'il avait besoin de quelques secondes pour être sûr de ne pas avoir mal entendu. Il reposa lentement sa tasse sur la table, puis se leva, malgré ses douleurs, et s'approcha d'une commode ancienne. Il en sortit une boîte en bois foncé, l'ouvrit et en tira une vieille photo noir et blanc. Il la tendit à Julien dont les doigts tremblèrent légèrement en la saisissant. La photo représentait une femme jeune, en blouse simple, tenant un balai dans une main et un livre dans l'autre. Elle souriait timidement, debout dans une cour pavée. Derrière elle, une façade familière. Julien la reconnut immédiatement. « C'est ma mère », murmura-t-il. Henri hocha lentement la tête, les yeux brillants. Elle s'appelait Marianne, n'est-ce pas? Julien acquiesça, stupéfait. Oui. Marianne Moreau. Henri s'assit, visiblement bouleversé. Il passa une main sur son visage, comme pour reprendre ses esprits. Je me souviens d'elle, elle a travaillé ici pendant presque 4 ans. C'était une femme d'une rare dignité. Toujours ponctuelle, toujours discrète, mais avec un regard qu'on n'oublie pas. Elle aimait les livres, elle lisait pendant ses pauses. C'est elle qui a recommandé certains titres à ma femme, qui les a adorés. Je ne savais pas qu'elle avait eu un fils. Julien, ému, resta silencieux. Il découvrait une facette inconnue du passé de sa mère, une reconnaissance qu'elle n'avait jamais évoquée. Elle avait toujours parlé de son travail avec détachement, sans se plaindre mais sans détailler non plus. Henri poursuivit, « J'étais plus jeune à l'époque, encore très actif. Mais je me souviens d'avoir eu une conversation marquante avec elle. Elle m'avait parlé de son fils, justement. Elle disait qu'elle faisait tout ça pour lui, pour qu'il ait un jour une vie meilleure. Elle parlait de toi avec une tendresse infinie. Tu étais encore un enfant. » Julien sentit une chaleur étrange monter en lui. Il avait toujours su que sa mère l'aimait profondément, mais entendre cela, dans la bouche d'un homme qu'il avait connu dans un autre contexte, était bouleversant. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait travaillé pour vous. Peut-être voulait-elle te protéger, ou peut-être qu'elle ne pensait pas que ce détail changerait quoi que ce soit. Mais moi, je m'en souviens. Elle faisait partie des rares personnes ici qui laissaient une empreinte sans faire de bruit. Julien fixa la photo dans ses mains. Il y avait tant d'émotions en lui qu'il ne parvenait pas à les distinguer. Fierté, nostalgie, chagrin. Sa mère était décédée 2 ans plus tôt, d'un cancer foudroyant. Il avait affronté la perte avec une force muette, sans trop en parler. Mais aujourd'hui, en voyant ce cliché, en entendant les mots d'Henri, il sentait une vague de reconnaissance monter en lui, comme si une partie de son histoire, restée dans l'ombre, venait enfin à la lumière. Henri reprit la parole, plus doucement. « Tu comprends maintenant pourquoi je ressens cette connexion avec toi. Ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as fait pour moi. C'est aussi parce que, quelque part, ta mère a déjà laissé sa marque ici. Tu n'es pas un inconnu. Tu es le fils d'une femme qui a apporté de la dignité à cette maison, et tu perpétues cette même dignité aujourd'hui. » Julien ne trouva rien à répondre. Il se leva lentement, fit quelques pas vers la fenêtre, puis se tourna vers Henri. « Merci pour tout. » Henri hocha la tête, le regard rempli d'une émotion silencieuse. « Ce n'est que le début, Julien. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à réparer aussi. » Ce jour-là, Julien quitta l'appartement avec la photo de sa mère soigneusement rangée dans une enveloppe. Il avait marché jusque chez lui, sans prendre le métro, sans même sortir son téléphone. Il sentait en lui quelque chose de profond, de fondateur. Il comprenait enfin que son histoire n'était pas isolée, qu'elle faisait partie d'un tissage invisible entre générations, entre vies qui se croisent et se répondent sans se connaître, et que parfois, la vérité n'est pas une surprise, mais un retour au point de départ. Les jours s'écoulèrent avec une lenteur étrange. Julien, désormais conscient du lien profond qui unissait son passé à celui des Delattre, se sentait à la fois enraciné et déstabilisé. Chaque moment passé avec Henri était désormais chargé d'un double sens. Ce n'était plus seulement une amitié naissante, mais une forme de continuité inattendue entre les actes d'une mère dévouée et le parcours de son fils. Il ne savait plus s'il devait s'en réjouir ou s'en méfier. Cette reconnaissance, si sincère fut-elle,
Pouvait-elle vraiment coexister avec la méfiance persistante qu'il sentait encore dans le regard de certains au dépôt? Le quotidien professionnel n'avait pas changé. Les regards pesaient toujours, les remarques, bien que moins nombreuses, persistaient à flotter dans l'air comme une brume tenace. Julien faisait semblant de ne pas entendre, mais il sentait en lui une lassitude grandissante. C'est dans ce contexte, entre équilibre fragile et introspection constante, qu'Henri l'invita à déjeuner dans un restaurant discret du 6e arrondissement. L'endroit, tout en bois foncé et nappe blanche, respirait le calme et la discrétion. Henri, bien que toujours affaibli par sa récente hospitalisation, avait tenu à sortir. Il disait avoir besoin de voir le monde, de retrouver des sensations simples. Julien, comme à chaque fois, l'écoutait avec respect, mais cette fois, il sentait que quelque chose se préparait. Henri avait ce regard particulier, cette façon d'observer sans parler, comme s'il cherchait à capter l'instant exact pour dire ce qui comptait. Lorsque les plats furent servis, Henri reposa sa fourchette, essuya ses lèvres et posa calmement les mains sur la table. « Julien, j'ai longuement réfléchi. Tu sais que je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires de mon fils. Il a son caractère, et j'ai toujours respecté sa manière de gérer l'entreprise. Mais je pense qu'il est temps de faire une entorse à cette règle. » Julien leva les yeux, surpris, sans répondre. « Je crois profondément que tu n'as pas ta place sur un vélo sous la pluie à courir dans Paris pour livrer des cartons. Ce que tu as fait, ce que tu es, mérite mieux. Je ne parle pas de te récompenser. Ce n'est pas une faveur, c'est une simple logique. Tu as montré plus de rigueur, de cœur et d'intelligence que bien des gens assis derrière un bureau dans cette entreprise. » Julien, troublé, tenta d'intervenir. « Je vous suis très reconnaissant, Henri. Mais ce n'est pas aussi simple. Je ne veux pas que les gens pensent que je cherche à profiter d'une situation. Je veux être respecté pour ce que je fais, pas pour qui je fréquente. » Henri sourit, avec cette bienveillance désarmante qu'il savait si bien transmettre. « Et c'est exactement pour cette raison que tu devrais accepter une nouvelle place. Parce que tu n'as rien demandé. Parce que tu es resté droit. Et parce que l'entreprise a besoin de gens comme toi, à l'intérieur, pas à la périphérie. » Julien resta silencieux. Il comprenait ce que cela impliquait. Ce n'était pas seulement un changement de fonction, c'était un changement de regard, une bascule dans un monde dont il connaissait à peine les codes. Il pensait à ses collègues, à leurs remarques, à leur jalousie déguisée. Il savait que cette promotion, si elle venait, ne serait pas perçue comme un mérite mais comme un privilège. Henri, sentant son hésitation, poursuivit. « J'ai déjà parlé à François. Il est, disons, réservé. Mais il m'écoute. Je lui ai dit que je souhaitais que tu passes à un poste administratif. Logistique, coordination, peu importe l'intitulé exact. Il n'était pas enthousiaste, mais il sait que je ne fais pas ce genre de demande à la légère. » Julien acquiesça lentement. Et lui, qu'a-t-il répondu? « Il a dit qu'il te proposerait un test, une mission. Pas un cadeau, mais une vraie responsabilité. À toi de montrer que tu mérites ta place. » Julien comprenait mieux maintenant. Ce ne serait pas une offre, mais une épreuve. Une manière de légitimer un choix encore fragile aux yeux de François. Une chance, certes, mais aussi un pari. Ils terminèrent leur repas dans un silence apaisé. À la fin, Henri tendit une enveloppe à Julien. À l'intérieur, un dossier sobre avec les premières lignes d'un projet de réorganisation logistique que l'entreprise comptait lancer depuis des mois sans jamais le concrétiser. Julien lut en silence. Le défi était réel. Repenser la distribution dans les 3 arrondissements les plus denses de Paris, réduire les délais, optimiser les trajets, coordonner les équipes. Le lendemain matin, Julien fut convoqué au siège. François l'accueillit dans son bureau avec sa froideur habituelle. Il lui présenta officiellement le projet. « Mon père veut que tu t'impliques. Je n'étais pas convaincu, mais je ne vais pas m'opposer. Tu as 2 semaines. Si ton plan tient la route, on en parlera. Si ce n'est pas le cas, tu reprendras ton vélo. » Julien accepta sans broncher. Ce n'était pas une récompense, c'était une épreuve, et il n'aurait voulu qu'elle soit rien d'autre. En sortant du bureau, il sentit une étrange énergie monter en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait ni jugé, ni observé. Il se sentait responsable, investi d'une mission qui, si elle aboutissait, pourrait changer bien plus que sa propre place dans l'entreprise. Il savait que tout serait scruté, que ses moindres décisions seraient commentées, contestées peut-être. Mais il n'avait plus peur. Il rentra chez lui, installa une grande feuille sur son mur
étala des cartes, dessina des itinéraires, calcula des distances, croisa des données. Il travailla jusque tard dans la nuit, entouré de tasses de café vides et de notes éparpillées. Et dans ce désordre organisé, il retrouva ce qu'il avait toujours cherché, un sens, un objectif, une direction. Pas pour plaire, pas pour impressionner, mais pour bâtir, pour prouver à tous, mais surtout à lui-même, qu'il avait sa place. Pas dans l'ombre d'un nom ou d'un passé, mais par sa seule détermination. Dès le lendemain, Julien se lança à corps perdu dans le projet que François lui avait confié. Il ne voyait plus les jours passer. Le matin, il se levait à l'aube et passait plusieurs heures à analyser les trajets existants, à collecter des données sur les volumes de colis, à cartographier les circuits actuels. L'après-midi, il se rendait dans différents dépôts de l'entreprise, observait les mouvements, interrogeait discrètement les livreurs sur les obstacles qu'ils rencontraient, notait tout ce qui pouvait l'aider à comprendre les défaillances du système. Le soir, il rentrait dans son petit studio de Montreuil, étalait ses plans, ses feuilles, ses carnets, et recommençait à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Il n'était pas un expert en logistique. Il n'avait aucun diplôme prestigieux, mais il possédait quelque chose d'encore plus précieux, l'expérience du terrain. Il connaissait chaque recoin de Paris comme sa poche, chaque rue bloquée, en permanence, chaque raccourci utile, chaque horaire à éviter. Il avait vécu chaque livraison, chaque frustration liée à une mauvaise organisation, chaque erreur de planification. Et maintenant, il avait l'opportunité de corriger ces erreurs, de proposer une alternative concrète, pensée par un homme du terrain pour des hommes du terrain. Il n'en parlait à personne. Même Henri ne recevait que quelques bribes, tant Julien voulait avancer sans pression, sans regard extérieur. Il savait que cette mission était sa chance unique et qu'il ne pouvait se permettre de l'échouer. Le 9e jour, après presque 2 semaines d'intense concentration, il finalisa un premier prototype de son plan de réorganisation. Il avait conçu un système basé sur des pôles de distribution secondaires, plus petits mais stratégiquement répartis dans Paris. Plutôt que de centraliser toutes les livraisons dans un seul grand dépôt, il proposait de créer 3 microcentres dans les arrondissements les plus congestionnés. Chaque pôle serait approvisionné tôt le matin, et les livreurs partiraient directement de ces points, réduisant considérablement le temps de trajet et les retards. Le tout était accompagné de cartes, de graphiques, d'estimations budgétaires et surtout d'une simulation détaillée sur 15 jours, réalisée à partir de données réelles récoltées sur le terrain. Le jour de la présentation arriva. Julien se leva plus tôt que d'habitude, relut une dernière fois ses notes, vérifia les fichiers dans sa clé USB, enfila une chemise propre, chose rare pour lui, et prit la direction du siège de l'entreprise. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, François était déjà là, entouré de 2 cadres de la direction. Personne ne parla, pas même un mot de bienvenue. Julien connecta sa présentation au projecteur et se lança. Il parla sans lire ses notes, les yeux dans les yeux, avec une clarté et une précision qui surprirent ses interlocuteurs. Il expliqua chaque étape de son raisonnement, répondit sans hésiter aux questions posées, démontra l'efficacité de son système non pas par des théories abstraites, mais avec des faits concrets, vérifiables. À la fin, il se tut, légèrement essoufflé, mais debout, digne. François le regarda longuement, puis échangea quelques mots à voix basse avec ses collègues. Julien n'entendit pas, mais vit que quelque chose dans l'attitude du directeur avait changé. Il n'y avait plus ce détachement froid, cette réserve presque méprisante. Il y avait une forme de reconnaissance, même s'il ne la verbalisa pas. François conclut simplement « Nous allons étudier ça sérieusement. Ce que vous proposez est ambitieux, et vous l'avez construit seul. » Julien acquiesça puis quitta la salle. Il ne savait pas encore ce qui allait advenir de son projet, mais il avait la certitude d'avoir donné le meilleur de lui-même. Ce soir-là, Henri l'appela. Il avait entendu dire que la présentation avait eu lieu, mais n'en connaissait pas les détails. Julien lui raconta modestement ce qu'il avait fait. Henri resta silencieux un long moment, puis dit « Je suis fier de toi, quoi qu'il décide. » 2 jours plus tard, Julien fut rappelé au siège. Cette fois, l'atmosphère était différente. On l'accueillit dans un bureau de verre, où l'attendaient François et une partie du conseil exécutif. François, debout, lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre officielle
lui proposait un contrat de cadre avec pour mission la mise en œuvre de son projet pilote sur une durée de 6 mois, suivi d'un poste permanent en cas de succès. Julien relut le document avec attention. Le poste était clair, le salaire correct, les responsabilités nombreuses. Il ne dit rien pendant un instant, puis leva les yeux vers François. « Merci, mais je veux faire ça à ma manière. » François sembla surpris. « Que voulez-vous dire ? Je veux garder mon autonomie sur la phase pilote. Je veux pouvoir choisir les livreurs avec qui je travaille, les former moi-même. Et je veux qu'on juge le projet sur ses résultats, pas sur mon nom. » Il y eut un silence, puis François répondit « D'accord, ce sera votre projet, vos règles, mais on attendra des résultats. » Julien serra la main du directeur, puis signa le contrat. Il savait que tout restait à faire, que les obstacles seraient nombreux, que les regards suspicieux ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais il n'était plus le jeune homme effacé du début. Il avait choisi son chemin, non pas en fuyant les tensions, mais en les affrontant avec calme et intégrité. En quittant le bâtiment, il passa devant l'accueil sans s'arrêter, son contrat sous le bras. Il ne se sentait pas supérieur. Il se sentait aligné. Et cela pour lui valait plus que n'importe quelle reconnaissance publique. Il était prêt à changer non seulement son avenir, mais peut-être aussi celui de ceux qui, comme lui, n'avaient jamais eu l'opportunité de montrer ce dont ils étaient capables. Une fois le contrat signé, Julien se mit immédiatement au travail, déterminé à faire de ce projet pilote une réussite incontestable. Il commença par sélectionner une équipe de livreurs avec lesquels il avait déjà travaillé sur le terrain. Il ne choisit pas les plus populaires ni ceux qui se mettaient le plus en avant, mais ceux qu'il savait discrets, efficaces, rigoureux, des gens simples comme lui, qui connaissaient la réalité du métier et qui, lui faisaient-ils confiance, comprendraient la portée de ce qu'ils étaient en train de construire ensemble. Pendant les premiers jours, il prit le temps d'expliquer sa vision. Il organisa des réunions dans une salle modeste du dépôt, avec des cartes accrochées au mur, des fiches de données réparties sur des tables, des simulations projetées sur un écran blanc. Il leur parla sans jargon, sans ambition bureaucratique, simplement, clairement. Il voulait qu'ils sachent pourquoi chaque modification avait été pensée, quels problèmes elle devait résoudre, et surtout, à quoi ressemblerait leur quotidien, une fois le projet lancé. Les réactions furent mitigées au départ. Certains écoutaient en silence, sceptiques, d'autres posèrent des questions, curieux mais prudents. Personne ne critiqua ouvertement, mais Julien sentait que tout allait se jouer sur l'épreuve de la réalité. Lorsque les premières semaines d'essai commencèrent, les défis ne tardèrent pas à se présenter. Il fallut convaincre la direction logistique d'autoriser les nouveaux points relais. Il fallut négocier avec les chauffeurs de transfert pour ajuster les horaires. Il fallut se battre avec les logiciels de gestion qui refusaient parfois de reconnaître des zones nouvellement créées. Julien passa plusieurs nuits blanches à régler les conflits, à redessiner des circuits, à recalculer les horaires. Mais il ne plia pas. Il restait sur le terrain, observait ses livreurs, écoutait leurs retours, ajustait en temps réel. Il fit de ce projet un organisme vivant, réactif, proche de ceux qu'il devait servir. Petit à petit, les résultats commencèrent à parler d'eux-mêmes. Les délais de livraison, autrefois source de plaintes constantes, furent réduits de manière spectaculaire. Les tournées, désormais mieux pensées, demandaient moins d'efforts physiques tout en couvrant plus de terrain. Les livreurs, d'abord hésitants, commencèrent à reconnaître que les changements amélioraient leur quotidien. Un matin, l'un d'eux, un ancien sceptique, alla jusqu'à le remercier devant toute l'équipe. Ce fut un moment discret, mais marquant. Julien comprit alors que la légitimité ne se réclame pas. Elle se construit à la sueur, au respect et à l'exemple. Les retours clients furent également très positifs. Plusieurs boutiques partenaires contactèrent la direction pour souligner la ponctualité retrouvée des livraisons. Une chaîne de fleuristes du centre de Paris, qui envisageait de quitter l'entreprise à cause des retards fréquents, renouvela son contrat après avoir constaté l'efficacité du nouveau dispositif. Julien transmit ces informations sans se mettre en avant, préférant laisser les chiffres parler pour lui. Et les chiffres étaient impressionnants. Une baisse de 30% des coûts liés au retour de colis, une réduction moyenne de 22 minutes par tournée, une satisfaction client en hausse de près de 15%. Au bout du premier mois d'essai, François demanda à voir Julien. La réunion se tint dans un bureau plus grand, en présence de 2 membres du conseil d'administration. Julien présenta son rapport avec la même simplicité qu'à son habitude.
Il répondit aux questions sans détour, justifia chaque choix avec des exemples concrets. Lorsqu'il eut terminé, François resta silencieux un moment, les doigts joints sous le menton. Puis il prit la parole d'un ton moins froid qu'à l'accoutumée. « Vous avez fait ce que je n'attendais pas. Ce projet n'était pas une récompense, c'était une épreuve. Et vous l'avez réussi. Vous avez fait baisser nos coûts, améliorer nos délais, stabiliser une équipe. Vous avez montré que vous étiez capable de penser comme un cadre, mais avec les pieds sur le terrain. » Il se leva, prit un dossier sur le bureau et le tendit à Julien. « Le Conseil a validé votre intégration au poste de responsable des opérations logistiques urbaines. Ce n'est plus un test, c'est une fonction permanente. » Julien accepta le dossier sans effusion. Il remercia simplement, mais intérieurement, il sentait que quelque chose de plus profond venait de s'accomplir. Ce n'était pas une promotion, c'était une victoire sur le regard des autres, sur les doutes, sur les barrières invisibles que la société dresse entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. À son retour dans le dépôt, l'ambiance avait changé. Les regards, autrefois froids, s'étaient adoucis. Plusieurs collègues vinrent lui serrer la main, parfois maladroitement, mais avec sincérité. Ceux qui avaient murmuré dans son dos s'étaient tus, et certains avaient même commencé à lui demander conseil. Julien ne savourait pas ce respect nouvellement acquis comme une revanche, mais comme la preuve que l'exemplarité, lentement, finit toujours par peser. Ce soir-là, il rentra chez lui plus tard que d'habitude. Il s'installa sur son canapé, alluma une petite lampe et observa le dossier posé devant lui. Sur la couverture, son nom, imprimé en lettres sobres. Il repensa à sa mère, à ses longues journées de travail, à ses mains usées par le ménage, à sa discrétion noble. Il savait qu'elle serait fière, non pas du titre, mais de la manière dont il l'avait obtenu. Il prit son téléphone, écrivit un message à Henri. « C'est fait. Merci pour votre confiance. » La réponse arriva 1 minute plus tard. « Ça, ce n'est que le début. Je suis honoré d'avoir croisé ton chemin. » Julien sourit puis s'endormit sans rêve ni cauchemar, mais avec la certitude que, cette fois, il avait sa place, non pas donnée, méritée, et que rien ni personne ne pourrait lui enlever. Plusieurs mois avaient été passés depuis que Julien avait officiellement pris ses fonctions de responsable des opérations logistiques urbaines. Le temps semblait avoir redéfini ses contours, à la fois dans son environnement professionnel et dans son espace intérieur. Son bureau, situé dans une aile annexe du siège principal, était modeste mais fonctionnel. Il refusait les décorations excessives, les démonstrations de pouvoir. À ses yeux, ce nouveau rôle n'était pas un trône, mais une interface entre le terrain qu'il connaissait par cœur et une direction qui, peu à peu, apprenait à écouter. Il avait gardé ses habitudes simples, déjeuner avec les livreurs, quand il pouvait, se rendre sur les points relais à l'improviste, saluer les manutentionnaires par leur prénom. Il savait que c'était cela, et non une plaque sur une porte qui définissait la légitimité d'un responsable. Henri, de son côté, avait repris une vie relativement stable. Bien qu'il ne puisse plus marcher longuement sans assistance, il retrouvait ses routines, ses plaisirs simples, ses lectures. Il passait régulièrement du temps avec Julien, tantôt pour des discussions légères autour d'un café, tantôt pour des conversations plus profondes sur l'avenir, le temps et cette étrange mécanique des rencontres humaines. Julien, peu à peu, était devenu bien plus qu'un visiteur ou un ami de circonstance. Il était devenu un pilier discret du quotidien d'Henri, presque un prolongement affectif du passé qu'il croyait perdu. L'ancien avocat, homme autrefois distant et rigide, trouvait dans ce lien une forme de paix inattendue, une consolation tardive face à la froideur qu'il avait trop souvent imposée à son propre fils. Et justement, c'est entre François et Julien que le changement le plus subtil mais le plus significatif s'était produit. Ce n'était pas une amitié au sens classique, il n'y avait pas de longues discussions ni de confidences, mais il y avait un respect tacite, forgé, dans l'épreuve consolidée dans le silence. François, toujours réservé, ne faisait pas d'éloges, mais ses gestes avaient changé. Il demandait désormais l'avis de Julien lors des réunions stratégiques. Il acceptait ses propositions sans les filtrer à travers le prisme de la méfiance. Il allait même parfois jusqu'à défendre ses choix devant le comité, une chose impensable quelques mois plus tôt. Le regard qu'il posait sur lui avait perdu sa dureté. Il ne le regardait plus comme un livreur ayant eu de la chance, mais comme un homme ayant gagné sa place. Et sans jamais le formuler clairement, il semblait aussi reconnaître avec pudeur
que ce lien qui unissait Julien à son père avait contribué à redéfinir ses propres repères. Un matin de printemps, Henri proposa une sortie particulière, qu'il avait envie de revoir le jardin public où il allait souvent avec sa femme autrefois. Julien l'accepta sans hésiter, réserva un transport médicalisé et l'accompagna. Dans ce petit parc du 14e arrondissement, baigné d'un soleil doux, Henri s'assit sur un banc regardant les enfants courir et les couples se promener. Il resta silencieux un long moment, puis se tourna vers Julien. « Tu sais, quand j'étais plus jeune, je pensais que la réussite était une ligne droite. Études, travail, ascension. Et je jugeais ceux qui bifurquaient, ceux qui prenaient des chemins imprévus. Mais toi, tu m'as appris autre chose. Tu m'as montré qu'on peut toucher les gens, marquer le monde, non pas par la hauteur qu'on atteint, mais par la sincérité du chemin qu'on suit. » Julien, touché, répondit doucement « Je n'ai jamais voulu être un exemple. J'ai juste voulu faire les choses bien. » Henri sourit, puis ajouta « Et c'est exactement ça qui fait de toi un exemple. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie interne fut organisée pour marquer la réorganisation complète du réseau de distribution urbaine. Julien y fut mis à l'honneur, mais il refusa un discours. Il accepta simplement un certificat symbolique qu'il dédia à ses anciens collègues du dépôt, à ceux qui avaient cru en lui et surtout à sa mère. Il demanda qu'une plaque soit installée discrètement dans la salle des opérations avec ces mots gravés « Pour ceux qui avancent sans bruit, mais changent tout ». François, présent ce jour-là, ne fit pas de discours non plus. Mais lorsqu'il serra la main de Julien devant tout le monde, il glissa quelques mots à voix basse juste pour lui. « Tu as prouvé que j'avais tort, et je suis heureux d'avoir eu tort. » Julien hocha la tête. Il n'avait besoin de rien de plus. Le soir, il rentra chez lui à pied, marchant lentement dans les rues de Paris. Il s'arrêta un moment devant la place de la République, là où tout avait commencé. Il s'assit sur un banc, regarda les passants défiler, puis ferma les yeux. Il repensa à cet instant précis, ce jour où il avait vu un homme vaciller et avait décidé de s'arrêter, sans réfléchir, sans rien attendre, juste parce que c'était la chose juste à faire. Il n'avait pas cherché à changer sa vie, et pourtant, ce simple acte avait tout changé. Aujourd'hui, il n'était pas un héros. Il était Julien Moreau, un homme qui avait écouté son instinct, suivi son cœur, affronté les regards et bâti son avenir pierre après pierre, sans tricher. Il n'avait pas besoin de trophées ni de médailles. Il avait trouvé quelque chose de plus grand, sa place. Et dans le murmure du vent qui passait entre les feuilles, il crut entendre une voix familière, douce, rassurante, celle de sa mère lui dire qu'elle était fière. Alors il se leva et repartit sans se retourner. Le futur l'attendait, et cette fois, il était prêt.